Donc c'est toujours un peu surprenant de faire une conférence dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que en fait on va parler de Dostoïevski. C'est quand même un univers qui est très axé aussi par rapport à l'hiver. Donc là on est en plein printemps, je pense que vous avez chaud, on va faire un peu ce décalage. J'espère ne pas trop vous refroidir. Alors, donc je pars du principe, comme d'habitude, vous savez bien, hein, de toute façon quasiment tout le monde est dans l'enseignement, que vous avez tout lu de Dostoïevski, donc en fait on fera des allusions sans dire en fait les textes, puisque vous savez, voilà, je vois qu'il y en a qui ont compris la taille, mais non mais il y a pire, il y a quand même Balzac, hein, je veux dire, donc voilà. Alors, Dostoïevski en fait, on va pouvoir le situer au niveau de sa pensée philosophique. Il va y avoir une rupture hein, qui va arriver autour de 26 ans. Alors au départ, donc vous vous rappelez des dates, hein, 1821, 1881, donc 60 ans. On va considérer que la partie charnière, ça va être les 30 dernières années et pas les 30 premières. Alors évidemment, sur le plan du classicisme, on considère que c'est dans les 30 premières qu'on repère Dostoïevski. Les gens vont penser dans un premier temps, parmi les spécialistes, qu'on a affaire à quelqu'un qui va être dans la lignée de Tourgueniev, qui va être, disons, un auteur prévisible. On va dire ça comme ça. Alors vous savez, surtout qu'il y a beaucoup de femmes dans l'assistance, les femmes aiment beaucoup les romans, et plus c'est long, mieux c'est. Donc évidemment, avec Dostoïevski, on est servi quand même. Au départ, il va commencer par une série de nouvelles, donc relativement courtes, et puis on va passer aux Nuits Blanches. Donc c'est un texte agréable à lire, très russe, avec la perspective Nevsky. On va avoir des allusions, donc évidemment à Saint-Pétersbourg, on voit le cadre. L'écriture et comme je disais, prévisible, elle est naturelle, elle est fluide, on voit bien qu'il maîtrise bien, mais il n'a pas encore les contraintes qu'il va avoir avec l'écriture de son journal, donc le temps, hein, donc, dans lequel il va publier en fait ses œuvres. Et puis, il n'a pas encore la contrainte qui est vraiment caractéristique de son œuvre, qu'on peut retrouver aussi chez Dumas, à savoir, on ne fait pas dans le cours. Alors, la première explication, excusez-moi, il ne faut surtout pas penser que Dostoïevski aime faire dans le long. Mais simplement, Dostoïevski était payé à la ligne. Voilà, donc ça n'incite pas à faire court. Voilà, et donc vous allez pouvoir voir par une démonstration historique qu'il peut faire court quand c'est nécessaire. Alors, pour démarrer, donc, on va parler surtout des 4 grandes œuvres. Alors, les 4 grandes œuvres, j'espère que vous avez évidemment tout en tête. Donc, je parle pas forcément dans l'ordre chronologique, je parle d'abord de l'idiot, Crime et Châtiment, les démons, qui sont des fois traduits les possédés. C'est préférable de dire les démons, en fait, pour ceux qui connaissent le russe. Mais bon, c'est traduit aussi les possédés. Alors, et puis, les frères Karamazov. Alors, normalement, suivant votre âge, au moment où vous avez fait de la lecture de Dostoïevski, vous avez fait un mélange sans vous en rendre compte, dû aux traductions, sauf il y a des gens qui ont lu Dostoïevski dans le texte, enfin je veux dire dans l'original. Genre, je réponds pour tout le monde. Oui, je réponds pour moi, mais je réponds plus. Oui, tu fais quand même un geste comme ça, très clair. Alors, donc en fait, vous êtes des lecteurs français. Eh bien, en général, si vous avez lu Dostoïevski il y a très longtemps, fort longtemps, eh bien, vous avez lu du Balzac. Voilà, donc évidemment, c'est un peu choquant de vous le dire comme ça. C'est qu'en fait, les traductions de l'époque, eh bien, on voulait faire des transpositions. Et donc, on trouvait que ce qui se faisait bien dans la traduction, eh bien, c'était essentiellement des pastiches de Balzac, quand on avait des auteurs de cette taille. Et je vous incite vivement à relire Dostoïevski avec les nouvelles traductions qui ont démarré après 2000. Et vous allez voir que, alors, pour des
pour des lettrés, hein, parce que vous n'êtes pas tous dans le même cadre, pour des lettrés, c'est peut-être un peu plus gênant parce que on utilise bien plus la répétition qu'avant. Dans le monde russe ou même le monde grec, la répétition n'est pas choquante. En français, elle est très choquante. Et vous savez, quand on fait de la traduction, c'est assez pénible. Parce qu'on a un texte, par exemple, dans une langue, répète au moins 6 fois le même mot. Et nous, en français, il faut qu'on le transcrive avec 6 synonymes. Sinon, c'est qu'on ne sait pas écrire français. Alors, donc, quand c'est à l'envers, ça va très bien. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont compris que c'est des synonymes, des 6, mais ils répondent toujours avec le même, et personne ne se pose de questions. Eh bien, c'est pareil en russe. En russe, en fait, on n'a pas peur de la répétition. Donc, on peut répéter aisément dans la structure de la phrase et aisément dans la structure du paragraphe. La seule chose qui peut vous sauver, c'est que si vous n'êtes pas locuteur russe, en étant locuteur français, ce sont la seule langue qui est utilisée dans le texte chez Dostoïevski. Donc ça, au moins, vous l'avez vu in vivo, sans déformation. Pour le reste, en fait, donc, il y a une très forte déformation qui est due à ce fait. Donc, c'est plutôt des considérations philologiques, hein. C'est pas forcément fondamental sur le plan philosophique, mais on a tendance plutôt à voir Dostoïevski à travers ce prisme, ce qui fait que on a de la difficulté à percevoir en fait la dynamique, ce qu'on appelle de l'âme slave. L'âme slave, elle est très guindée dans les traductions françaises de l'époque, elle est très circonscrite, donc ça ressemble plutôt à des gens qui sont intelligents avec un sens du romanesque plutôt que des gens qui sont limites et débordants, voire déviants. Donc quand je dis déviant, je veux dire, vous vous rappelez du film Les Désaxés, hein, aussi ce genre de choses. Alors ça sera peut-être plus pertinent quand on verra les démons et les possédés. En tout cas, donc les 4 œuvres sont fondamentales et elles se situent après la période où il va participer à ce qu'on appelle le cercle. Alors le cercle, ce sont des réunions secrètes, révolutionnaires, qui vont lui permettre en fait de rentrer en contact avec différentes personnes dans le contexte de l'époque. Alors n'oubliez pas qu'on est dans une période donc tsariste, hein, très important dans l'œuvre de Dostoïevski. Donc on est dans un tsarisme, mais pas du tout positif. C'est-à-dire en fait, dans quel sens ça pourrait être positif? On pourrait se dire, ben voilà, c'est une sorte de despotisme éclairé, Jean-Frédéric, etc. Pas du tout. Donc là, on est en une époque où, par exemple, les moujiks, les paysans, on peut les tuer sans que ça pose un problème. Il n'y a aucune répercussion. Donc c'est ni sur le plan moral, ni sur le plan légal. Et donc en fait, on commence à avoir des premières révolutions qui ressembleraient pour des Français aux jacqueries. Le contexte, alors vous allez me dire, on en a quand même un décalage au niveau des siècles, mais bon, comme ça vous donne un repère clair. Et d'un seul coup, on a une sorte de formation d'une intelligentsia russe qui est très influencée par, on va dire, le siècle des Lumières, initialement, et ensuite la période révolutionnaire. Donc, période révolutionnaire, mais donc rapidement qui va tendre vers une sorte d'anarchisme. Hein. Et il faut faire des références à Bakounine, à Kropotkin et au niveau des Français à Proudhon pour comprendre un peu le cadre. Donc, vous voyez, une des phrases célèbres de Proudhon, c'est la propriété, c'est du vol. Vous pensez bien qu'on aura du mal à l'appliquer en France. Hein, enfin, de toute façon, si on l'avait appliqué, on n'aurait pas des difficultés au niveau de la retraite. Donc, quelle est l'idée? C'est il ne faut pas que vous soyez décalé, parce qu'évidemment, les propos de Dostoïevski sont assez durs dans le texte et sur le plan philosophique. Il faut bien se rendre compte qu'on a une époque charnière, donc on est dans une sorte de fin de tsarisme, une préparation intellectuelle à la révolution, sans avoir encore l'apparition de la révolution. Hein. Évidemment, il va mourir en 1881, donc il n'a pas encore vu ce qui peut être important. Donc, on a une théorie sur le phénomène du panslavisme, donc il est vraiment dans ce cadre-là, Dostoïevski, donc il pense que l'âme slave n'est pas à tout prix européenne. Il pense qu'en fait, les Russes ont voulu être un peu plus européens. Par ce biais-là, il y a des rapports de force qui se lient.
C'est assez intéressant de parler de Dostoïevski ces temps-ci. Hein, vous voyez bien que c'est pas ponctuel, donc il y a une continuité dans ce schéma. Et donc il y a une sorte d'admiration et en même temps de rejet. C'est-à-dire qu'en fait, on aime bien la pensée, entre guillemets, occidentale, donc du siècle des Lumières, la Révolution, mais on aime bien aussi la tradition. On aime bien le principe de l'égalité, mais peut-être pas pour tout le monde. Vous voyez? Donc c'est un peu la défense. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas la même chose dans la Grèce antique. Quand on parle de la démocratie dans la Grèce antique, c'est une démocratie qui est très aristocratique. Hein. Donc là, c'est un peu pareil. Donc cette intelligentsia va essayer de se retrouver dans ce cadre. Alors, on va avoir les grands despotes, donc la cour, etc., le tsar, tout ce qui va graviter autour de lui. De l'autre côté, on va avoir le peuple, donc qui peut être vraiment quasiment au niveau des vers de terre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les éliminer quand on veut, ça ne dérange pas. Et puis, il y a une sorte de classe qui est en train de se former, un intermédiaire. Et puis, il y a, disons, des intellectuels. Alors là, pour l'occurrence, ce sont vraiment des intellectuels engagés. Parce qu'on a bien cette expression en français. Honnêtement, si on considère une comparaison entre ces intellectuels engagés et les intellectuels engagés français, il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a pas photo, parce que là, c'est vraiment de l'engagement sur le terrain. Ce n'est pas de l'engagement intellectuel. Ça serait bien que certaines personnes aillent dans le maquis. Enfin, pas moi quand même, hein, les autres. Mais c'est quand même bien écrit après. Là, c'est un peu différent, puisque ils payent un peu de leur vie. Hein. Donc, c'est pas totalement absurde de parler d'un cas extrême. Et puis, dans ce cadre-là, donc, on a ces réunions. Alors, on a écrit une pièce de théâtre là-dessus, ça s'appelle Les Démiurges. Donc, ceux qui veulent le voir iront sur notre site. Donc, qui concerne en fait la partie biographique de Dostoïevski. Et cette pièce de théâtre se situe justement à la charnière. C'est-à-dire qu'en fait, on pense avoir affaire à un auteur classique, un nouvel auteur classique. Donc, je me dis, ça va être très bien. Et puis, dans ces réunions révolutionnaires, où il va y avoir une forte influence de ce qu'on pourrait appeler du phénomène Netchaïev, qui va réapparaître en fait dans les possédés, alors qu'en fait au départ on ne voit pas que ça va venir, eh bien ils vont être tous coffrés par la police. Donc en considérant que c'est une sorte de société secrète, il ne faut surtout pas que ça se divulgue, donc ils vont être arrêtés, ils vont être interrogés, ils vont devoir s'expliquer sur le moindre fait et geste dans ces réunions. Et là, on va les, pour ainsi dire, les exécuter formellement. C'est-à-dire, en fait, on va les placer, on va couvrir leur tête et on va faire semblant de tirer. Enfin, on va tirer à blanc. Et finalement, ils vont être graciés. Alors, gracié, n'imaginez pas le texte français. Gracié, ça veut dire exilé Sibérie. Hein, c'est ça, gracié. C'est pas forcément un cadeau, hein, quand même. Hein, je veux dire, les rapports. Et donc, là, on va avoir le grand changement chez Dostoïevski. Alors, au départ, c'est un intellectuel qui est prêt à être révolutionnaire sans comprendre ce que c'est vraiment la révolution. Donc, il trouve que c'est beau parce que c'est bien d'entendre ça, être révolutionnaire. C'est un peu le problème de la différence entre la révolte et la révolution. C'est qu'il y en a qui pensent qu'en étant révolté, on est révolutionnaire, alors qu'en fait, c'est simplement une façon d'enlever un peu de ce qu'on a à l'intérieur, et donc de le livrer aux autres en disant que ça suffit pour changer le monde. Ça ne change pas le monde, ça suffit pour changer soi-même. Mais là, il va recevoir donc vraiment une grande claque sur le plan rigoureux et humain, et il va se retrouver dans l'équivalent de ce qu'on appelle la maison des morts. Hein. Donc les souvenirs abordent ce problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait il va passer par un passage où il va être mort avant de mourir. C'est-à-dire en fait totalement oublié. C'est un peu le principe qu'on avait des siècles bien avant, le principe des oubliettes. Voilà. Donc d'un seul coup en fait on le place là,
et on va lui dire qu'il n'existe plus personne. Et donc là, pour sa pensée intellectuelle, ça représente un principe de tabula rasa, hein, donc il ne reste plus rien, table rase. Donc tout ce qui a été dit avant ne sert à rien, ne peut pas être utilisé, exploité, et on va passer à ce qu'on appelle Dostoïevski. Donc si vous voulez faire un équivalent napoléonien, chez Napoléon, en fait, on passe de Bonaparte à Napoléon, et là, on va passer de Fiodor à Dostoïevski. C'est à l'envers, si vous voulez. Donc, c'est très important d'être bien conscient quand on lit, par exemple, Les Nuits Blanches, ou ensuite Souvenir de la Maison des Morts, qu'on passe petit à petit la préparation intellectuelle, philosophique de Dostoïevski, celui que nous, on appelle Dostoïevski. C'est-à-dire, en fait, on ne se réfère pas à la partie qui est antérieure. Alors, ce Dostoïevski va avoir pas mal de contraintes matérielles et des contraintes même financières. Et donc là, je vais vous démontrer, sans doute vous le savez, que Dostoïevski est loin d'être un écrivain normal, habituel. Donc l'écrivain normal habituel, c'est celui en fait qui n'a pas grand-chose à faire, et d'un seul coup il dit « bon ben je vais écrire ». Alors là, il va considérer que c'est important, donc il va commencer par un aspect, on va dire, autobiographique en général. Après, une fois qu'il nous a raconté sa vie sur 2 ou 3 romans, il finit par se dégager de ça, et il finit par faire de la littérature. Donc, pour Dostoïevski, ça va se passer vraiment, cette onde de choc au plan cérébral va remettre en cause l'ensemble, mais sa nature est différente. Alors je vous donne l'exemple, c'est qu'en fait son éditeur va lui dire qu'il a un délai très court pour produire une œuvre. D'accord ? Et dans ce délai-là, c'est simple, s'il n'a pas produit cette œuvre, il lui prend tous ses droits. Donc vous imaginez, en fait, Dostoïevski est quasiment sur la paille. On lui explique qu'il a un délai de quelques semaines pour écrire un livre, et s'il ne le fait pas, on va garder tous ses droits pendant 7 ans. Oui, ça commence bien. Ça, c'est après l'exil. Hein. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va en parler à ses amis. Et là, on va avoir 2 couches de Dostoïevski. Le Dostoïevski contraint. Il va écrire Le Joueur. Voilà. Et en même temps, il va créer Mes Châtiments. Donc, il écrit l'un des textes le matin, l'autre l'après-midi. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter d'écrire. Mais pour sa pensée. Donc, en fait, évidemment, le texte fondamental, c'est Crimes et Châtiments, c'est pas Le Joueur. Mais Le Joueur, donc, il va utiliser énormément de choses biographiques pour écrire plus vite. Et puis, il va utiliser aussi une secrétaire qui fait de la sténo. Et là, c'est quand même quelque chose de formidable. Je ne sais pas si vous imaginez, je parle maintenant plus aux gens qui sont de la littérature. Donc, c'est le même individu qui, pendant des semaines, va écrire le matin un livre, l'après-midi un autre livre, et il ne les écrit pas, il les dicte. C'est pas forcément accessible à tout le monde, hein, d'accord. Donc, c'est simplement pour vous dire que des fois, quand on dit simplement Dostoïevski est un romancier, c'est quand même de l'humour, hein, parce que si tous les romanciers pouvaient faire ça, on le saurait. Et justement, des fois, on l'oublie. Alors, la capacité de retenir une œuvre, comme Crimes et Châtiments, qui est vraiment d'une grande complexité psychologique, une recherche intérieure, une écriture qui mêle justement Raskolnikov, sa façon de penser, sa façon d'écrire, son opposition par rapport à la police, en particulier à l'inspecteur, donc ces dialogues qui sont quand même vraiment extraordinaires. Donc d'un côté, et puis vous arrêtez ça, et le matin vous reprenez le joueur. Après vous terminez le joueur, vous reprenez l'après-midi la suite de ce que vous venez de faire. Mais juste de pouvoir faire ça, c'est quand même révélateur d'une grande capacité structurelle. Et en fait, justement, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a les premiers points d'appui philosophique, parce que quand c'est linéaire et littéraire, on peut s'en sortir, parce que c'est un peu ce qu'on appelle l'art du roman par rapport à Kundera, qui va dire que le roman est plus intelligent que son romancier. Donc il va prendre tout le temps les exemples de type Tolstoï ou Turgenev, mais il évite quand même de prendre Dostoïevski. Voilà, parce que là on est quand même à la limite, c'est-à-dire en fait l'intelligence de Dostoïevski est quand même vraiment au-delà de la norme, et
ces romans, quand vous avez lu un roman de Dostoïevski, si on vous dit « vas-y, parle-moi de ça », vous allez voir, vous avez une grande difficulté parce que vous avez un phénomène de compression. Et en gros, c'est l'histoire de machin qui parle machin, qui dit ça. Voilà. Alors maintenant, si on vous dit précisément de quoi ça parle, eh bien vous êtes obligé de décompresser. Ça vous donne en fait des chapitres entiers de peut-être de réflexion intérieure. Comment il a interprété le dialogue, pourquoi le policier lui a dit ça, pourquoi il aurait dû répondre autre chose. Et c'est très difficile en fait à décrire. Et finalement, la meilleure description de l'univers dostoïevskien, c'est sa lecture. Et donc, ça revient du point de vue formel à ce qu'on appelle de l'incompressible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est plus facile de lire que de décrire. Parce que quand vous essayez de le décrire, eh bien, vous vous retrouvez avec un vocabulaire relativement pauvre pour dire des pensées extrêmement riches. Alors, au niveau de sa pensée, donc c'est une pensée humaniste. Alors, il ne faut pas que ça soit évident, surtout pour nous en France. C'est pas du tout évident d'être humaniste dans une Russie tsariste. C'est déjà un acte révolutionnaire en soi. C'est pas du tout le cadre qui est préconisé dans la société. Les gens considèrent que c'est très stratifié. Et donc, la pensée humaniste qui remet, si vous voulez, à l'honneur la notion d'homme, elle est très difficile à mettre en place. D'abord, à la concevoir, et pire, évidemment, à la réaliser. Alors, dans ce cadre-là, justement, il va se retrouver rapidement avec des mouvements révolutionnaires qui sont sans arrêt dans cette directive. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir d'intellectuels russes qui vont partir en exil, qui vont se retrouver en Suisse ou en France, qui vont comprendre un peu ce que c'est, justement, par exemple, des phénomènes par la suite analogues à la révolte des Canuts, tout simplement. Vous savez, d'autres phénomènes qui sont ce qu'on appelle des mouvements ouvriers, qui sont évidemment dirigés par des gens qui ne sont pas ouvriers. Ce n'est pas du tout le même principe. Et ce problème-là va se retranscrire chez Dostoïevski en se posant la question, c'est est-ce qu'on peut faire une révolution, quelle que soit la raison, à partir du moment où on a fixé le but? Et ensuite, le problème de la notion de sacrifice. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut tout sacrifier pour une révolution? Donc là, on va avoir deux grandes tendances formelles. C'est l'une, c'est de dire la révolution avant tout, quitte à bafouer les droits de l'homme. Et puis l'autre, c'est l'homme avant tout, quitte à faire une révolution plus humaine. Alors vous allez me dire, évidemment, une révolution plus humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour avoir une image concrète, c'est une révolution, par exemple, russe de 1905. Alors que la première catégorie, c'est plutôt une révolution russe de 1917. Donc l'une va aller à la catastrophe, parce qu'évidemment, il ne va y avoir aucun mouvement de résistance organisé. C'est des gens qui vont sortir dans la rue avec les icônes, le pop, les paysans, des armées, et qui vont se retrouver en face d'eux avec des militaires bien armés. Donc ceux qui n'ont pas d'image dans la tête concrète là, mais pensez quand même au moins à Dr Zhivago, vous pouvez voir le début, ça vous donne tout de suite, ça correspond à l'époque de 1905, ce qu'on appelle le Dimanche Rouge. Et par rapport donc à Dostoïevski, il va se retrouver souvent dans ce genre de porte-à-faux, c'est-à-dire que d'un côté on a des mouvements de gens simples, plutôt ouvriers, pas encore ouvriers agricoles, bien sûr, je veux dire. Alors pas les moujiks qui sont vraiment les esclaves, un truc un peu au-dessus. Et puis de l'autre côté, on va avoir les gens qui vont penser que c'est bien de faire la révolution. Alors pour coller ces deux choses-là, c'est très très loin. Donc en fait, eh bien, on a les premiers qui essayent de faire des révoltes, on va dire, qui n'arrivent pas à devenir des révolutions. Et puis les autres, on va avoir des révolutions qui n'arrivent pas à devenir des réalisations. Donc on est dans une sorte de deux utopies qui n'arrivent pas même à se recoller. Et dans ce cadre-là, on va avoir le substrat de la pensée humaniste de Dostoïevski qui va se poser la question, c'est est-ce que tous les hommes sont égaux?
Alors vous allez me dire, c'est facile, hein, nous on part du principe qu'ils le sont. Alors je vous rappelle quand même comment ça marche en France. Alors en France, en fait, on a liberté, égalité, fraternité. Maintenant, si on analyse du point de vue structurel, ça veut dire quoi? On voudrait qu'ils soient tous égaux. Donc il faut qu'ils soient tous libres. Mais comme en fait ils n'arrivent pas à être tous libres, on va imposer que ce soit égalitaire. Et puis après, quand on n'y arrive pas vraiment, eh bien, on corrige avec la fraternité. Oui, si vous essayez d'y réfléchir, vous allez voir qu'en fait c'est une sorte de machine de Wiener qui essaie de réinterpréter. Donc d'abord c'est liberté pour tout le monde, très bien, donc tout le monde est content. Après le problème, on a un problème d'empiètement, c'est où s'arrête la liberté ou commence celle de l'autre. Alors on va dire c'est égal, égalité, donc on se dit ben c'est bon, et puis ça marche pas. Donc on rajoute la fraternité pour corriger le tir, et quand on est les trois ensemble, ça marche à peu près. Alors le problème, là, ce que je pourrais vous poser comme question, c'est est-ce que vous voulez le faire à l'envers? Par exemple, vous pourrez commencer par la fraternité, après on ferait l'égalité, et après on ferait la liberté. Si vous commencez en premier avec l'égalité, vous risquez de ne pas avoir jamais accès à la liberté. On a des systèmes comme ça existait, ça, c'est pas... Alors, donc le problème donc, se pose la question de ce SI, je pense que c'est quand même loin d'être évident. C'est qu'il y a certaines personnes qui partent du principe que les hommes sont égaux, et personne n'y réfléchit vraiment dans ces personnes. Il y en a d'autres qui disent non, c'est faux, les personnes ne sont pas du même niveau, donc il y a des différences, donc ça peut être des castes, ça peut être etc. Il y a des sociétés qui sont comme ça. Corporations, les cours, le système féodal, etc. Ça existe. Et puis là, lui, il se pose la question, on le voit très bien dans Crime et Châtiment. Donc il prend évidemment un exemple, on ne peut pas faire pire, hein, donc c'est l'usurière, vraiment la femme qu'on ne peut pas aimer, quoi, vraiment le truc insupportable. De l'autre côté, eh bien, on se dit, bah, c'est la victime, c'est ce jeune étudiant qui a des idées, c'est exactement donc, le problème du révolutionnaire, mais qui n'a pas d'argent. Et puis, on a la rupture, le choc des deux mentalités, à savoir, c'est que l'une, elle est peut-être insupportable, mais c'est elle qui détient l'argent. L'autre, il est peut-être très aimable, mais il n'a rien. Et puis, on a le rapport de force qui intervient. Et là, c'est très révélateur de la pensée dostoïevskienne, c'est qu'il nous met en porte-à-faux parce qu'il nous met à l'envers. En fait, s'il nous avait donné un assassin complètement pourri, on dirait c'est l'assassin. Et là, en fait, pendant 2 tomes, on va trouver c'est un assassin, que c'est un crime ignoble, qu'il a fait à l'âge, il n'a pas laissé aucune chance à cette dame. En même temps, on a sans arrêt des leitmotifs qui nous montrent que cette dame était insupportable, quoi. Alors donc la problématique de se poser, est-ce que les gens sont tous égaux? C'est très important. Donc si vous voulez quelque chose de plus récent, c'est la question de Nanni Moretti, il dit « J'aime beaucoup l'humanité, mais un par un, les gens sont insupportables. » Vous voyez? Bon, par exemple, vous êtes dans votre famille, bon, ça commence, c'est l'enfer, c'est les autres. D'accord? Ensuite, ben, quand vous arrivez à vous mettre ensemble, ben, vous avez un problème avec le voisin. Forcément, le voisin, c'est le voisin. Le voisin, c'est, si vous voulez, c'est les prémices du substrat de l'étranger. Voilà. Donc, évidemment, pas de pause si les voisins et étrangers en plus. Alors là, vous passez le cap, donc vous avez un phénomène de sublimation, directement. Vous n'avez pas simplement un rapport de force, c'est, vous savez que la frontière est là. Donc là, vous allez avoir des problèmes de délimitation ensuite. Hein? Là, ça sera de notre côté, là, c'est de l'autre côté. Alors maintenant, vous avez les voisins horizontaux. Donc je parle des gens qui sont dans les immeubles. Très important, c'est ce qu'on va voir, la sortie de l'ascenseur. Et puis les voisins verticaux. Moins important. Alors s'ils sont en dessous, c'est pas grave. S'ils sont au-dessus, ils nous font du bruit. Vous voyez? Donc il y a une asymétrie fonctionnelle. Donc il y a les voisins dont on ne tient pas compte, c'est ceux qui sont en dessous. Il y a les voisins dont on tient compte, c'est ceux qui nous exaspèrent, donc on ne leur parle pas. Et puis il y a les voisins avec qui on parle. Alors en fait, si vous reprenez ce schéma avec les États, vous allez voir qu'on fait la même chose avec les États. Il y a des États qui sont petits, on s'en fout de ce qu'ils disent. Il y a des États qui sont à peu près du même niveau que nous, ça nous énerve. Et puis il y a des États qui sont au-dessus, donc on la ferme. Eh bien, ce principe-là, on va le retrouver justement
c'est que Dostoïevski va nous mettre à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui devrait être sympathique, ça devrait être la victime. Or, ce n'est pas elle, elle est seulement antipathique. Et donc là, il pose vraiment un problème judicieux, c'est-à-dire que quand on dit par exemple tous les hommes sont égaux, jusqu'à quel point? Même pour le voisin? Vous voyez? Alors donc si vous avez réglé les problèmes avec le voisin, c'est l'autre immeuble. N'inquiétez pas. Donc après vous passez, après c'est l'autre ville, c'est toujours la ville d'à côté. Hein. On est toujours ennemi avec une ville d'à côté, on n'est jamais une ville avec d'un pays qu'on ne connaît même pas. Bon. Et ensuite après, c'est les rapports frontaliers. Eh bien la question que se pose vraiment Dostoïevski, on voit très bien en Crime et Châtiment, il y a une analyse, d'ailleurs il y a des références plus que directes à Napoléon, c'est ce qu'on appelle les grands hommes. Alors c'est magnifique quand même, parce qu'en France, en fait, on est dans le système de l'égalité, hein, bien sûr, mais on dit bien qu'il y a les grands hommes. Donc en fait, on pourrait se dire, quels sont les autres? Là, vous vous dire, bon, bah, c'est bon, ça sera les hommes. Non, non, il y a aussi les petits hommes, dont on ne tient pas compte. Après, il y a les hommes, bah, il faut bien qu'on gère ça. Vous voyez, c'est les voisins verticaux. Et puis, il y a les grands hommes. Alors les grands hommes, c'est est-ce que tout est permis aux grands hommes? C'est l'article que va écrire Raskolnikov, que va lire le policier. Ça va l'intriguer. Il y a des gens qui pensent ça. Donc en fait, c'est le problème de la révolution. Donc il y a une sorte de... On pourrait se dire c'est une allusion en fait à Machiavel. Hein. La fin justifie les moyens. Donc le prince, alors évidemment les gens la plupart du temps disent ça de Machiavel, mais ils n'ont pas lu Machiavel. Encore moins le prince. Et évidemment, ils ne savent pas que Machiavel, évidemment, n'a pas été prince. Donc c'est la fin à justifier les moyens pour écrire le livre. C'est tout. Et maintenant, pour l'appliquer, c'est un autre problème. Donc la difficulté chez Dostoïevski, c'est la suivante. Est-ce que quelqu'un qui écrit un livre révolutionnaire suit sa pensée révolutionnaire en réalisant son acte révolutionnaire? Oui, est-ce qu'il est déjà révolutionnaire? Et vous voyez, c'est ça qui va nous poser comme question. Alors, évidemment, c'est agaçant. Hein. C'est agaçant parce que si nous, on est bourgeois pendant qu'on est en train de le lire, c'est très énervant. Bon, alors il y a une sorte d'autoréférence, on se dit, est-ce qu'il parle de nous? Est-ce qu'il parle de moi? Parce qu'il dit, voilà, c'est très bien de l'écrire, mais est-ce qu'après vous le suivez? Et donc là, c'est très simple, il va y avoir la définition des grands hommes. Et les grands hommes, c'est ceux qui écrivent, qui suivent et qui appliquent. Bon, alors, pour vous le faire de façon plus populaire, en fait, il est en train de parler des grands hommes et des poules mouillées. Alors, les poules mouillées ont le droit d'être mouillées jusqu'à un certain point. Pas trop non plus, hein, il ne faut pas trop se mouiller, vous savez. Alors, elles ont le droit d'écrire, mais pas non plus d'appliquer. Eh bien, on se retrouve dans ce schéma-là. C'est-à-dire, en fait, Raskolnikov se dit, moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire comme les grands hommes, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il découvre? C'est qu'il n'est pas grand. Et donc, le travail qui est fait avec le policier, c'est de se dire, est-ce que toi, tu es vraiment grand? Tu es grand à quel point? Donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous avez les grands hommes, et vous avez quelqu'un qui a 1 mètre, à côté, et qui vous mesure. Voilà, et vous dit, alors, c'est combien votre grandeur? Eh bien, vous vous rappelez, la grandeur, des fois, c'est simplement la hauteur. Hein. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que dans La Folie des grandeurs, Louis de Funès demande à Yves Montand de marcher bas, pour qu'il voit sa tête. Parce que s'il ne voit pas sa tête, ça ne marche pas. Eh bien, ça ne nous dérange pas dans la vie sociale. Et là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que si un grand homme considère qu'il faut sacrifier une femme qui est sans intérêt, comme l'usurière, eh bien, c'est simplement un sacrifice, comme dirait Gandhi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc c'est simplement un œuf. Bon. Le problème, c'est quand l'œuf est pourri. Ah, vous êtes surpris là. Et oui, si vous mettez dans une omelette un œuf pourri, ben ça pourrit toute l'omelette. C'est le problème en fait des mauvaises révolutions. Et donc le problème ensuite c'est, qu'est-ce qui est un critère à utiliser pour dire ça c'est une bonne révolution, ça c'est une mauvaise révolution? Par exemple, les actes de résistance. La plupart des actes de résistance sont définis par les résistants comme des actes de résistance héroïques et sont définis par les occupants comme des actes de terrorisme. Si vous avez des résistants qui ne sont pas accusés par les occupants de terrorisme, ce ne sont pas des résistants. Ce sont des révoltés.
Ce schéma-là va se retrouver dans l'idiot. Alors dans l'idiot, c'est un peu plus personnel évidemment chez Dostoïevski, mais ce qui est formidable, c'est que l'idiot évidemment a des aspects christiques, hein, on peut le repérer assez rapidement. Je ne parle pas des aspects biographiques avec l'épilepsie, c'est simplement une façon de le faire pour dire qu'en fait il y a une différence. Et puis on va parler de l'idiot, donc, parce que c'est vraiment le terme même russe, idiote. Et à la fin on se demande en fait qui est l'idiot. Alors, pour vous reprendre le contexte à la française avec Marcel Pagnol, donc c'est un village de sages qui savent que rien ne peut être fait sur un truc précis. Et puis un jour arrive quelqu'un qui est idiot, et il le fait parce qu'il ne savait pas que ça ne pouvait pas être fait. Voilà. Donc évidemment, comme c'est du Pagnol, ça nous fait sourire, mais imaginez dans un autre cadre. Donc les gens pensent que c'est absolument impossible, et puis quelqu'un arrive, il dit c'est possible, et il le fait. Attention, hein, il ne dit pas que c'est possible, genre Pierre Dac, hein, il le dit pour de vrai. Alors, le prince Myshkin il a une façon de voir le monde totalement différente. Alors au départ, on trouve qu'il est étrange. Hein? Quand vous lisez en fait l'idiot, vous trouvez quand même que il est bizarre. Quelque chose qu'on n'a pas dit comme expression, en fait, je pense que chez Dostoïevski, on retrouve très bien la notion de anti-héros. C'est-à-dire que si vous prenez Raskolnikov, c'est difficile de dire que c'est un héros. Si vous prenez évidemment le prince Myshkin, c'est pareil. Vous allez dire, mais il a des défauts, il peut s'évanouir, il a son épilepsie, etc. Mais en fin de compte, une seule personne arrive à modifier toute une société. Les répercussions qu'il a sur Anastasia sont vraiment formidables, alors qu'on pense au départ qu'il ne pourrait rien faire. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'un individu seul peut changer une société? C'est la question que se pose Dostoïevski. Alors, faites bien attention, c'est que si on fait la corrélation entre les deux préoccupations, on prend d'une part un jeune étudiant donc sans travail, de l'autre côté on parle du prince Myshkin, mais en fait ils sont mal placés au niveau de leur contexte. C'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas vraiment un prince, ça ressemble plus à un prince déchu. Il y a toujours ce problème financier, hein. Ça c'est un leitmotiv chez Dostoïevski, évidemment, il n'était pas dans une phase simple. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce que quelqu'un peut changer une société? Alors c'est très simple, les sociétés considèrent qu'elles ne changent jamais. Alors c'est formidable, puisqu'évidemment, si vous les regardez à la suite les unes des autres, elles changent sans arrêt. C'est pareil, par exemple, je vais vous faire un test, vous allez voir, ça va un peu vous secouer. Est-ce que les frontières de la France peuvent changer, là, maintenant? Bof, hein? Bof. Bof. Normalement, non. Ben, voilà. Enfin, mais enfin. Alors, c'est toujours pareil. Alors, il y a un très joli film sur Internet que vous pouvez retrouver. Eh bien, vous avez toute la carte de l'Europe et vous l'avez à partir de l'an 1000 jusqu'à 2012. Quand vous regardez ça, vous dites, c'est pas possible. Il n'y a pas un moment où ça ne changeait pas. Et en plus, le compteur est annuel, c'est-à-dire que c'est par an, c'est pas par dizaines d'années ou par centaines. Quand vous voyez comment se modifient toutes ces choses, vous dites, mais c'est pas possible, c'est complètement dynamique, c'est pas du tout statique, rien n'est sûr, rien n'est garanti. Alors, c'est pareil en fait dans une société. Dans une société, en fait, on pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, comme on est dans une phase de réunion politique, c'est très simple. Vous avez des gens qui sont candidats et ils vous disent, si vous m'élisez, on change tout. Bon, d'abord, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous savez bien que ça ne marche pas. Mais en fait, le changement, on trouve que c'est toujours bien. Voilà, le changement. Alors le problème, c'est de tomber en fait sur une pièce de monnaie. Vous voyez? Pile, changement, face. Changement, pile, changement, face. Et en fait, ça c'est un changement, c'est vrai. Mais c'est la même pièce. Il y a quand même des gens qui votent pour pile ou face. Hein, quand même. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment changer? Alors au bout d'un moment, les sociétés se stabilisent et elles disent on est immuable. Alors c'est formidable parce qu'il vous suffit de regarder la télévision et de prendre des morceaux sociétaux du passé et vous rendre compte que cette société ne vous représente plus, quoi. Donc c'est forcément qu'il y a eu un changement. Le problème, c'est que vous ne savez pas à quel moment ça a eu lieu.
Donc si c'est des films en noir et blanc, vous dites c'est dû à la couleur, hein, forcément. Alors après, on a les versions colorisées. Après, on peut se poser la question, c'est à quel moment ça change? Eh bien, à quel moment l'immuabilité change? Eh bien, c'est très simple. C'est à partir du moment où il y a quelqu'un qui pense que les choses ne sont pas immuables. Rien que le fait de le penser, ça va perturber. Et là, vous pourriez vous dire, par exemple, le Code civil, hein, le Code Napoléon, il n'a pas changé. Or, il change sans arrêt. Mais on continue à l'appeler Code. Voilà, c'est un nom de code à la fin. En réalité, on le change sans arrêt, mais on l'appelle tout le temps de la même façon. Donc c'est quand même vachement mieux que l'informatique. L'informatique est encore au balbutiement du changement. L'informatique dit machin version 1.0. Ils sont bêtes. En philosophie, on ne fait pas comme ça. On l'appelle machin. Et c'est tout le temps le même machin. Et en fait, on dit que c'est immuable. En fait, il n'est pas à un seul moment, c'était la même chose. Et bien là, c'est pareil en fait avec Dostoïevski. Dostoïevski se pose la question suivante. Est-ce que quelqu'un comme le prince Mushkin peut changer la société? Et en fait, vous le voyez bien dans l'idiot. C'est que oui. Parce qu'en fait, la société a énormément de problèmes. On a des tensions entre nous, on a des problèmes relationnels, on a le problème de l'exaspération, le problème des compromis. Les gens disent toujours qu'ils sont sans compromis. Bon, au moins ils le disent, quoi. Et après, il ne faudrait quand même pas non plus qu'ils le fassent. Par exemple, si vous dites « je suis sans compromis », moi je vais vous poser une question à la Dostoïevski, c'est combien de temps? Vous voyez, c'est là qu'il est insupportable, Dostoïevski. C'est qu'en fait, il vous dit « je te crois, je te crois ». Mais combien de temps tu vas le faire? Par exemple, il y a des gens qui disent « bon, je boude, je ne te parle plus ». Alors tu dis « d'accord, combien de temps ?» S'il répond, évidemment, il a déjà parlé, mais ça marche avec les enfants. Avec les adultes, c'est plus facile encore. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il mesure sans arrêt tout ce qu'on fait. Donc il se dit, jusqu'à où tu peux aller? Eh bien, il y en a qui peuvent peu. Et là, ils se disent, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent, les gens qui peuvent vraiment? Et là, il y a la différence qui se situe sur la société, une forme de conservatisme, ensuite une forme de révolte. Donc ça, c'est exactement ce que nous, on aime bien voir. Par exemple, vous prenez un quartier super chic, il y a des gens qui écrivent sur les murs avec donc des tags super chers, avec de la peinture super chère, et ils disent, hein, par exemple, « Vive la pauvreté ». Bon. Bon, je vais vous la faire en plus humour. Donc, vous imaginez donc une femme, par exemple, qui a une bague énorme, avec un diamant, et qui grave sur les murs, d'accord, eh bien des phrases anarchistes. Mais un coup de diamant, hein. Donc il y va sur le granit et que ça reste comme ça. Et vous vous dites, mais quand même, c'est une pièce de théâtre, c'est pas possible. Non, 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 mais elle y croit. Évidemment, par contre, elle ne donne pas son diamant. Mais elle utilise le diamant. Donc, qu'est-ce que je vais... Vous pouvez prendre un homme, hein, de toute façon, maintenant. C'est pas à l'oreille. C'est plus difficile pour le mur. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Les hommes ne portent pas de diamant. Oui, voilà. Donc, ça, les hommes d'avant. Pendant combien de temps? Voilà, voilà. Pendant combien de temps? Voilà. Mais bon, évidemment, il fait les rubis sur l'ongle hein, pour trouver le diamant. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on fait? Et de qui on se moque? Et bien justement, avec l'idiot, on se rend compte que la société se moque de la société en pensant qu'elle est immuable, qu'elle ne peut pas changer. Et en réalité, c'est chacun de nous, on se retrouve très bien, bien garé, bien parqué dans ce cadre-là, et on trouve qu'il n'y a rien à remettre en cause. Or, arrive donc un individu, Alors c'est très simple en fait, vous allez me dire, mais c'est quoi le modèle en fait? Le modèle, moi je pense qu'il est très simple. Vous imaginez par exemple du carrelage carré. Carré, d'accord? Donc ça carre, ça pave très bien. Et là par exemple, vous mettez un seul endroit où il y a un pieu, comme ça, tiens, un pieu. Juste là. Un bâton, vous le laissez comme ça, planté. Vous ne pouvez plus rien paver correctement. Il va falloir au moins prendre une case. Alors quel est le problème? C'est qu'en fait, le bâton que plante Dostoïevski, il n'est pas planté sur un carré, un seul. Là, ça serait facile. Hein?
Il suffirait d'enlever le carré, vous plantez le bâton, c'est bon, ça ne perturbe pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appellerait une singularité sur le plan mathématique. Et en fait, quand vous avez donc une déformation qui semble locale, mais qui a des répercussions globales, ça s'appelle une anomalie. Et bien là, ce qu'il nous démontre, en fait, c'est quoi? Il nous démontre qu'Araskolnikov est une singularité, et il nous démontre, en fait, que le prime Shishkin est une anomalie. C'est-à-dire, en fait, il va changer tout. Vous comprenez ce que je veux dire par anomalie? Je vais vous donner un exemple concret. Ne vous inquiétez pas, il est relativement abstrait, donc il ne s'appliquera pas tout de suite. Imaginons par exemple que d'un seul coup, le temps aille 2 fois plus vite. Le temps. D'accord? Vous voyez, j'ai changé un seul truc. Bon. Comment vous pourriez le repérer? Bon, je ne vous demande pas de répondre, hein, je vous demande simplement de réfléchir. C'est simplement pour vous perturber. Donc, je vous ai posé une seule question. J'ai changé un seul truc, le temps. J'ai dit simplement qu'il allait 2 fois plus vite. Et en fait, vous voyez tout de suite que vous ne voyez pas. D'accord. En fait, ce n'est pas forcément discernable. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que si vous avez une surface, d'accord, vous avez une surface et vous mettez une pointe, ça se voit tout de suite la différence. Bon. Mais c'est une différence locale. Maintenant, en fait, vous prenez la même surface et vous la levez. Les gens qui sont à la surface, ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose qui a changé. Bon, bien, c'est une sorte de phénomène d'ascenseur, si vous voulez. Tout a été décalé. Si tout a été décalé, c'est très bien de se rappeler ensuite de ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. Si vous allez, par exemple, dans des civilisations relativement anciennes, même il suffit de byzantin, par exemple, vous allez à Thessalonique, hein, vous allez vous rendre compte en fait que les églises byzantines sont enfoncées. Vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi ils les ont foutues là? En fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'elles sont à la hauteur où elles étaient, c'est que tout le reste est monté. Mais maintenant, ça nous donne l'impression que tout était bas là-bas. Bon. En fait, quand vous faites des travaux dans la rue, d'un seul coup, si vous travaillez vraiment, je pense par exemple à André, vous allez vous rendre compte qu'en regardant les strates, ben, ça s'est levé en fait. Petit à petit, il y a une sorte de tas qui se fait, de construction, et à la fin, personne ne s'en rend compte. Donc tout le monde pense en fait qu'on est toujours au même niveau. Or, quand vous faites ensuite des fouilles archéologiques, vous vous rendez compte, par exemple, le limo romain, il est bien en dessous. À quel moment il a changé? Ben, en fait, on ne s'est pas vraiment rendu compte. C'est ça que va faire Dostoïevski à travers l'idiot. C'est-à-dire qu'il va changer au fur et à mesure toutes les personnes, et plus aucune personne n'est à la fin du livre comme elle était au début, avec des changements radicaux. Et donc c'est ça qui nous perturbe, parce que vous savez, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du tétard et de la grenouille. À quel moment un tétard devient grenouille? Quel jour? À quelle heure? Eh bien, il y a une sorte de continuum, et en fait, on n'arrive pas bien à décider à quel endroit c'est, et on se dit, voilà, c'est là. Mais non, ça ne marche pas, parce que sur un autre tétard, c'est un autre jour. Hein, c'est pareil, en fait, pour l'enfant. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, à quel moment on le place. Bon. Eh bien, maintenant, on va se poser la question, c'est, au départ, donc, la première réflexion, c'est, est-ce que tous les hommes sont égaux? 2, est-ce qu'un homme peut changer une société? Et maintenant, on va arriver, est-ce qu'un groupe peut changer une société? Donc, on va rentrer dans les démons, les possédés, et là, on va avoir une grande différence, on le voit. Anne-Marie, tu vas peut-être nous le lire? Elle va y arriver. Alors, on va le voir, en fait, donc, ce qui est toujours intéressant, vous savez, les gens rarement lisent les préfaces. D'accord? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que les préfaces sont souvent écrites par des gens qui n'ont pas lu le livre. Oui, il faut le savoir. Hein, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que vous avez le droit de sauter les préfaces sans que ça soit gênant. De toute façon, ça n'a pas gêné la personne qui l'a écrit, alors vous imaginez la personne qui ne l'a pas lu. Par contre, c'est bien de lire l'introduction. Parce qu'évidemment, elle est de l'auteur. Les gens, par exemple, quand ils achètent un livre, ils ne savent pas quoi lire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le titre, après ils regardent la couverture. De temps en temps, ils regardent derrière, une sorte de petit résumé par quelqu'un qui est compétent, qui n'est pas l'auteur. Des fois, comme le degré d'incompétence est avoué, donc ils prennent un extrait. Donc, vous imaginez, vous prenez un échantillon gratuit de 1200 pages. Vous prenez donc 10 lignes, et de là, vous déduisez que vous aimez le livre. Vous aimerez le livre. C'est encore pire, parce que vous ne dites pas vous l'aimez, vous aimerez. Eh bien, le plus simple, moi je trouve, comme test, c'est de lire l'introduction de l'auteur.
Voilà. Donc c'est de lui, c'est un échantillon qui se tient, ça dure quelques pages. Alors, donc là, c'est une lettre. Alors, tu ne lis pas le début. Mais je vais me mettre. On va mettre toi debout, debout, comme tu veux. À l'assistance. Voilà. Parce que si je leur lis comme ça, je ne pense pas qu'ils entendent très bien. Bon. Alors. Donc, c'est la lettre de M. Fédor Dostoïevski au grand-duc héritier au sujet des possédés. Votre Altesse impériale, Seigneur très gracieux, accordez-moi l'honneur et la joie de présenter mon travail à votre attention. C'est presque une étude historique par laquelle j'ai voulu expliquer la possibilité dans notre étrange société de phénomènes aussi monstrueux que le mouvement Netchaïev. Mon opinion est que ce phénomène n'est pas fortuit ni isolé. Il est une conséquence directe de l'immense rupture entre notre formation intellectuelle et les fondements primitifs originaux de la vie russe. Même les représentants les plus doués de notre civilisation pseudo-européenne sont depuis longtemps convaincus qu'il est absolument criminel pour nous, Russes, de songer à notre originalité. Le plus effroyable de tout est qu'ils ont absolument raison, car du moment qu'avec forte fierté nous nous sommes nommés des Européens, nous avons renoncé par là même à être des Russes. Troublés et épouvantés par la distance qui nous sépare de l'Europe dans notre développement intellectuel et scientifique, nous avons oublié que, dans le tréfonds et les aspirations de l'esprit russe, nous tenons inclus en nous, en tant que Russes, et à la condition que notre civilisation reste originale, la faculté d'apporter peut-être au monde une lumière nouvelle. Nous avons oublié, dans l'ivresse de notre humiliation, cette loi historique immuable que, sans l'orgueil de notre propre signification mondiale, en tant que nation, nous ne pourrons jamais être une grande nation, ni laisser après nous le moindre apport original pour le profit de l'humanité. C'est bon, c'est bon. Ça va plus loin, mais après c'est un peu long. Ce que je vous inciterai quand même vivement à relire, il y a juste 2 pages, hein, 2 pages de Dostoïevski. Vous avez lu quand même vous avez tout lu de Dostoïevski. C'était notre contrat social. Donc vous pouvez très bien relire 2 pages. Voilà. Et ben, quand vous allez relire 2 pages avec ce que vous entendez ces temps-ci, c'est bon. Vous allez vous rendre compte que c'est quand même surprenant que ça ait été écrit à l'époque où ça a été écrit. Oui. Hein? Ça fait... Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand même, on a quasiment, enfin, on n'est pas loin d'être à 3 siècles. Hein? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez qu'en fait, c'est très drôle de voir un auteur russe penser que la Russie ne pourrait jamais être une grande nation si elle n'arrive pas à se changer. Bon, ensuite, vous voyez qu'il parle de l'affaire Netchaïev. Alors, vous vous rappelez de l'affaire Netchaïev. Alors, Netchaïev existe, hein, donc c'est quelque chose qui a existé, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que justement, on avait ces formations de groupes révolutionnaires qui se réunissaient. En fait, ici, vous êtes un petit groupe révolutionnaire. Hein. Bon, ça s'appelle la MGEN, mais bon, ça c'est un nom de code. C'est le mouvement, etc. Voilà. Alors, on pourrait se poser la question, c'est qu'est-ce que vous faites, par exemple, toutes les semaines ici? Voilà. Donc, en fait, on pourrait mettre ensuite des caméras, l'affaire Georges. Hein, voilà. Donc, et en fait, les gens pourraient se poser ce genre de questions. Si, bon, vous avez des invités extérieurs, donc c'est pas forcément ça, mais en tout cas, vous êtes assez ouvert d'esprit. Donc, j'imagine que ce n'est pas sans relation avec le fait que vous ayez des fenêtres avec barreaux. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne sait pas bien ce que vous faites. D'accord? Eh bien, vous imaginez donc à l'époque, on a toute une série de cercles comme ça qui se réunissent, alors qui peuvent sembler en fait ce qu'on appellerait nous, à l'époque du 18e, à des cercles un peu savants où les gens viennent parler à la cour de machin. Bon. Et on a l'équivalent aussi des clubs anglais. Mais là, en fait, en Russie, ça devient tout de suite des clubs révolutionnaires. Alors, c'est plus du tout des clubs, c'est plus non plus un cercle classique, c'est des groupes qui fomentent des choses. Alors, quand on regarde un peu de quoi ça parle,
Ce qui est assez intéressant, c'est que Dostoïevski en faisait partie. Et qu'il a été accusé d'en faire partie, qu'il a été condamné, exilé, qu'il a vécu énormément d'années de sa vie dans ce contexte-là à cause de ça. Donc, qu'est-ce qui le gêne? Il gêne d'un seul coup parce qu'il découvre qu'il y a des groupes du type Nechayev qui sont prêts à tuer quelqu'un pour souder le groupe. Et lui, en fait, ce qui va le gêner, c'est ça. C'est de dire, là, ils sont dans une autre catégorie, ils sont prêts à sacrifier tout et n'importe quoi pour pouvoir dire que c'est révolutionnaire. Mais là, en fait, ça devient la révolution pour la révolution. C'est un peu, vous savez, quand on a eu à un moment cette période, l'art pour l'art. Voilà. La littérature pour la littérature, l'art pour l'art, etc. On se demande en fait quel est le public. Bon. La révolution pour la révolution, dans ce système-là, ils vont tuer quelqu'un à plusieurs pour pouvoir créer la notion de groupe. Et là, ça va révolter en fait la nature humaine de Dostoïevski en disant que on peut se réunir, on peut penser ensemble, on peut vouloir changer le monde, mais pas éliminer quelqu'un. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'il va mettre différentes couches. Donc, on va avoir un personnage fondamental, c'est Nicolas Stavrogin, mais on va avoir aussi un autre personnage qui n'est pas perceptible par tout le monde comme important, d'abord Tchatov, et ensuite, évidemment, un peu plus important, sur le plan formel et intellectuel, Kirillov. Bon. Ce sont des personnages qui sont extrêmement différents. Ils correspondent en fait à des personnages que vous retrouverez dans la pièce de théâtre qu'on a écrite, qui sont des personnages vivants, réels, que Dostoïevski a rencontrés. Vous voyez? Donc, quand on parlait en fait d'un envoyé, il va rencontrer vraiment ces gens. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir un groupe qui va être étudié, on pourrait dire presque de façon ethnologique, comme l'aurait fait Lévi-Strauss, en disant, lui, c'est qui? Eh bien, l'un, c'est vraiment le révolutionnaire pour la révolution, c'est-à-dire prêt à tout, éliminer tout le monde pourvu qu'on arrive au but. Et puis ensuite, on va avoir ce phénomène, qui est quand même vraiment un phénomène magnifique en termes de conception intellectuelle, c'est Kirillov. Alors Kirillov, c'est l'ingénieur qui considère que Dieu n'existe pas. Bon, jusque-là, évidemment, vous allez dire c'est simplement un athée. Mais en fait, il pense que Dieu est nécessaire. Donc, 1, il n'existe pas. 2, il est nécessaire. 3, il va se suicider pour devenir Dieu. Vous voyez, en fait, en 3 étapes, la troisième étape, elle n'est pas très loin de la première, mais en fait, elle est radicalement loin de la première. Parce que ce n'est pas quelque chose de tellement naturel. Encore pire, c'est que comme il va se suicider, il dit, le fait que vous allez tuer l'autre, vous pouvez le mettre sur mon dos, de toute façon, ça n'a aucune importance. Donc vous avez un groupe donc, qui est prêt à tuer quelqu'un. Ils vont ensuite accuser la personne qui de toute façon va se suicider. Donc en disant que bah, ça coûte rien. Et là on va se rendre compte que, évidemment, ça rentre en rupture avec la personnalité de Nicolas Stavrogin, qui est un peu le personnage étrange, qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent de l'idiot dans ce contexte-là. Donc il a un rôle de leader, mais il n'est pas vraiment révolutionnaire, pas dans le sens des autres. Il n'est pas classique, il n'est pas prévisible, il aime une boiteuse, on ne comprend pas, il pourrait être avec n'importe quelle femme, et apparemment, après, au bout d'un moment, on comprend qu'il est marié, qu'il ne veut pas l'abandonner. Bon. Et dans ce registre-là, on avait évidemment des allusions christiques, du nouveau, c'est toujours l'aspect mystique aussi de Dostoïevski est transversal dans toute son œuvre. Et au bout d'un moment, on navigue vers les frères Karamazov. Dans quel sens? Eh bien, c'est toujours la même thématique au départ sur le plan philosophique. C'est est-ce que les gens sont égaux? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont différentes? Est-ce que ces personnes qui sont différentes, c'est les grands hommes? Est-ce que ces grands hommes peuvent faire quelque chose qui serait vraiment un grand changement, donc une révolution? Est-ce qu'ils peuvent devenir Dieu? Fondamental. Comment devenir Dieu? Et ensuite on arrive à, mais si Dieu n'existe pas, est-ce que tout est permis? Et donc là on va avoir un problème. Vous vous rappelez donc,
Ivan, Mitya, les frères de Dostoïevski, Alexei, c'est pareil en fait. Alors, tu pourrais prendre l'autre livre et nous parler en fait de comment il va parler au tout début, donc des frères Karamazov. Vous allez voir, c'est encore surprenant parce qu'on se dit quelle est l'étrange idée de prendre ce personnage comme point clé. Et puis ensuite, on a la confession qui va suivre évidemment l'œuvre. Mais la grande problématique, donc, c'est qu'on va avoir trois frères. On va avoir un frère qui est juste. On va avoir un frère qui va considérer que de toute façon tout est permis. Et puis on va avoir un frère qui va essayer de se transcender à travers la religion. Hein? Bon, alors vas-y, viens là. Donc là on est dans les frères Karamazov, qu'il faut lire en dernier. Hein? Il faut éviter de le lire en premier. En abordant la biographie de mon héros Alexis Fedorovitch Karamazov, j'éprouve quelques perplexités. En effet, quoique je donne à Alexis Fedorovitch le nom de mon héros, je sais bien qu'il n'est nullement un grand homme, de sorte que je prévois des questions inévitables dans le genre de celle-ci. En quoi votre Alexis Fedorovitch est-il remarquable pour avoir été choisi pour héros? De qui est-il connu et en quoi? Pour moi, lecteur, dois-je perdre mon temps à étudier les circonstances de sa vie? La dernière question est la plus épineuse, car je ne puis y répondre que ceci. Peut-être le verrez-vous vous-même dans le roman. Mais si, après avoir lu le roman, on ne le voyait pas, si l'on ne partageait pas mon avis sur ce que mon Alexis Fedorovitch a de remarquable, je le dis parce que je le prévois avec peine. Pour moi, il est remarquable, mais je doute fort de pouvoir le prouver au lecteur. En effet, il s'agit peut-être d'une nature agissante, mais qui l'est confusément, vaguement. Du reste, il serait étrange, à une époque comme la nôtre, d'exiger des gens de la clarté. Une chose semble assez indiscutable, c'est un homme étrange. Voilà, on va prendre ce thème. Alors vous voyez en fait qu'est-ce qui se passe. On va prendre ce thème en disant que, vous voyez, il y a une continuation dans ces personnages. Donc c'est encore un exemple de anti-héros. Mais là, il va plus loin. C'est que là, en fait, il va se justifier, évidemment, sans se justifier, c'est un processus de rhétorique. Mais après, c'est difficile avec... ça continue après. C'est difficile de ne pas le lire. Vous voyez? Donc en fait, il vous dit, oui, c'est vrai qu'il n'est pas bien. C'est vrai que je ne peux pas vous démontrer que c'est quelqu'un d'important. C'est subjectif. Je n'ai pas de principe de rhétorique pour vous persuader. Mais néanmoins, il est agissant. Il peut être confus. Il est peut-être caractéristique de notre époque. Mais je pense que c'est la personne qui devait être le héros. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient l'être. Donc quand vous prenez... Alors évidemment maintenant, à notre époque, c'est bien plus facile. On arrive même à avoir des séries avec des héros qui sont tous des anti-héros. On voudrait ne pas être l'un d'entre eux, mais ils nous font tous rire. Alors on finit par suivre la série. Donc en fait, on devient des fanatiques de séries où il n'y a que des anti-héros. Pas un seul héros. Bon. Alors, là la différence c'est quoi? Eh bien, la problématique est la suivante. Est-ce qu'il y a un aspect moral? S'il y a un aspect moral, il peut provenir de Dieu. Donc on est dans le cadre religieux, donc on dit on ne peut pas faire n'importe quoi parce que sinon Dieu va te punir, etc. Ça c'est pas bien, etc. Bon. Dans ce cadre-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la problématique c'est, est-ce que tout le monde pense que Dieu existe? Ah, maintenant si tout le monde ne pense pas que Dieu existe, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui pensent qu'il n'existe pas? Et donc là, on ne va pas avoir le problème simplement de l'athéisme, même pas de l'impisme, ça sera simplement de savoir c'est, est-ce qu'il existe une morale unifiée? Est-ce qu'il existe une éthique? Est-ce qu'il existe une déontologie? Et là, la problématique, ça va être de se dire, en gros, si vous voulez, ce que va nous dire en fait Dostoïevski, c'est que même s'il n'y a pas de héros, et ce héros pourrait être Dieu lui-même,
même un anti-héros, il faut qu'il suive une éthique. On ne peut pas tout faire. Tout n'est pas permis, même si techniquement personne n'est là pour le regarder. Et donc là, vous voyez en fait qu'on a de nouveau une sorte d'approche humaniste. On pourrait retrouver Giordano Bruno qui va dire que Dieu c'est la pensée de l'humanité. À savoir, c'est qu'on ne peut pas dire simplement que Dieu est là simplement pour nous contrôler. Il y a forcément des choses qu'on n'a pas le droit de faire indépendamment de ça. Et là, c'est extrêmement difficile. Donc vous voyez qu'en fait, Dostoïevski va se poser cette problématique, va prendre différents personnages, parce que quelque part, on prendra un seul pour ça, mais évidemment, il va prendre des frères. Vous voyez, donc en fait, c'est de la même famille. Mais en fait, ça pourrait être du même pays. Ça pourrait être de la même nation. Ça pourrait être de la même philosophie. Et pourtant, on a une divergence qui apparaît. Et dans cette divergence, on a évidemment toujours la thématique qui est toujours importante de la notion de meurtre. C'est est-ce qu'on peut tuer sans aucune répercussion? Alors vous allez me dire, oui, ben, si le crime est parfait, il n'y a pas de problème. Le problème, en fait, ce qu'il va décrire, même à travers Raskolnikov depuis le début, c'est que même si le crime est parfait, le coupable, qui n'est pas encore accusé, commence déjà à s'accuser. Alors, c'est une thématique qui est intéressante parce qu'en fait, elle est en rupture avec un autre problème, c'est ce qu'on appelle les mouvements génocidaires. Vous voyez, en fait, il est né un peu trop tôt, Dostoïevski, pour pouvoir avoir un positionnement par rapport à ça. Dans les mouvements génocidaires, et vous avez les génocideurs, mais si vous les prenez un par un, jamais personne n'est responsable de quoi que ce soit. Ils ont suivi les ordres. Bon. Et donc en fait on va avoir là des thématiques du genre, mais jusqu'à où on peut suivre les ordres? À quel moment on peut s'arrêter, ou alors à quel moment on peut continuer? Eh bien à travers en fait l'œuvre de Dostoïevski, on se rend compte de quoi? C'est que l'humain, il faut forcément, pour se caractériser en tant qu'humain, avoir cette forme de pensée humaniste qui va avoir au sein d'elle une éthique, une déontologie qui va être soutenue en fait par la croyance. Hein. Il ne dit pas qu'il est contre, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire en fait que la croyance est un support. Est un support et pas quelque chose à remettre en cause. Mais c'est un support pour se positionner, pour pouvoir dire clairement, on peut aller jusque-là. Après, c'est pas encore de l'absurde, comme dirait Camus, mais ensuite, c'est anti-humain. Donc vous voyez, en fait, il y a une différence, on va aborder après la thématique de inhumain. Inhumain et anti-humain, c'est pas la même chose. C'est comme athée et impie, c'est pas la même chose. Et là, la problématique de Dostoïevski, c'est de dire, est-ce que quelqu'un qui est prétendument différent et un grand homme a le droit de tout faire et même d'être anti-humain? Et là, vous voyez que ça, c'est une forme de précurseur de l'acte génocidaire. Et quelqu'un va vous dire, et c'est très drôle parce qu'évidemment on est en Russie, hein, donc vous voyez le retour ensuite, quand on va penser par exemple à quelqu'un comme Staline, qui va dire en opposition par exemple à Trotsky, hein, qui va faire assassiner d'ailleurs, c'est de dire le monde, c'est d'abord la Russie, c'est pas le monde en premier. Donc en fait, eh bien je corrige les défauts qu'on a. Donc là évidemment tous les défauts sont permis, donc on n'a pas le droit d'être poète, on n'a pas le droit d'être ci, on n'a pas le droit d'être ça, etc. C'est pareil en fait, on va avoir le même phénomène dans l'Allemagne nazie. Que tout doit être nivelé, la même formation, les mêmes lectures, autodafé, pour être sûr qu'on fait une table rase, et ensuite on repart depuis le début. On va retrouver la même chose chez Mao. Hein? Donc, c'est assez intéressant de se dire, c'est très difficile pour vous, ici, même pour moi, de dire qu'en fait ces hommes-là n'étaient pas différents des autres. Par ce qu'ils ont fait, par comment ils ont persuadé les autres, comment ils ont... C'est pas une moindre tâche. Hein. Il y a une différence entre Georges qui essaie de gérer une structure qui a quelques dizaines de personnes et quelqu'un qui gère une structure qui a des dizaines de millions. Pour leur faire quelque chose de précis. Et là, la problématique de Dostoïevskienne est vraiment intéressante sur le plan philosophique, c'est de se dire,
s'ils n'ont pas ce sentiment qu'il y a une limite, qu'est-ce qui se passe quand ils passent hors limite? D'accord. En fait, il n'y a plus aucun garde-fou. En fait, les autres sont persuadés qu'on peut aller dans leur sens. Mais si on peut aller dans leur sens et rien ne peut changer, alors tout est changeable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez intéressant de vous rendre compte que dans ces grands principes de nivellement, en général, on refuse la civilisation. Donc on remet les compteurs à zéro et on dit, voilà, toutes les personnes sont cultivées, c'est les premiers à illuminer. Les gens qui ont des responsabilités, qui sont des intellectuels, qui sont les notables, etc., ceux-là, on les élimine. Après, on prend vraiment la base, donc des gens qui ne savent rien. C'est qui les gens qui ne savent rien? Ben, c'est les enfants. Et on refait une sorte de formatage et on dit, voilà, les enfants maintenant, c'est les premiers hommes. Et donc, en fait, les enfants, il faut qu'ils aient lu ce livre-là, celui-là et celui-là, c'est tout. Rien d'autre. Les autres, après, sont corrompus. Ils ont déjà de la culture dedans. Et là, ce qui est magnifique, en fait, à travers Dostoïevski, c'est qu'on se rend compte que, justement, la lecture, la passion de la lecture, le fait d'avoir une connaissance des ouvrages, des morceaux d'humanité au sein de soi-même, nous permet de mieux résister. Et nous permet, en fait, de nous positionner en tant qu'humains et de dire que, effectivement, si Dostoïevski est si important, ce n'est pas tellement dans le domaine de la littérature, mais c'est vraiment dans son apport humaniste via le domaine de la littérature. C'est-à-dire que c'est pas, il ne faut pas voir Dostoïevski simplement comme un littéraire, mais vraiment comme un penseur qui, à travers sa littérature, a décrit une façon de voir le monde, à savoir que le monde doit être humain et pas l'homme mondain, que la société doit être humaine et pas l'humain social, parce qu'en fait il est prêt à faire des compromis, que l'homme doit avoir de la grandeur où l'homme est grandeur. Parce que justement, il va décrire en fait le problème de l'humilité et décrire finalement, c'est ce qu'on va voir comme différence entre le misérable et le miséreux. Le misérable peut avoir de la grandeur, le miséreux jamais. Donc c'est pas simplement la condition, on pourrait dire sociale, ou la condition humaine comme Malraux, c'est vraiment, il peut se définir à travers ses faits et gestes. Et s'il arrive à faire ça, donc il a un positionnement, et ensuite c'est un point de repère pour les autres. Donc Dostoïevski, sur ces périodes charnières, donc 1821-1881, va se positionner, et c'est très simple, hein, vous avez beaucoup de mal à comparer Dostoïevski à Tolstoï. Vous pouvez dire que c'est des grands écrivains russes, etc. Alors, si vous prenez donc Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Gogol, etc., vous allez vous rendre compte que certains sont effectivement des écrivains pour être écrivains, voilà, c'est une fin en soi, ils ne revendiquent rien de plus, alors que Dostoïevski, qui revendiquait moins, finalement, il montre une certaine grandeur d'âme qu'on n'arrive pas à retrouver dans le simple littéraire. Parce qu'en fait, justement, il a un substrat philosophique qui est bien plus profond et qui provient aussi de ce qu'il a vécu, qui a vraiment fait cette bascule à l'âge de 26 ans, où il va se rendre compte que on n'écrit pas simplement pour écrire, on écrit pour laisser une trace. Or, cette trace, c'est quoi? Eh bien, il faut que cette trace soit humaine. Parce que si elle n'est pas humaine, ce n'est pas un apport pour l'humanité. Et la différence, c'est que finalement, cette humilité de Dostoïevski, c'est finalement ce qui nous touche le plus. C'est-à-dire qu'en fait, que quand vous lisez des romans comme Guerre et paix ou Anna Karénine, il y a juste de l'humilité que vous ne voyez pas, de la part de l'auteur. Alors qu'en fait, là, vous voyez, comme c'est l'introduction, repasse-moi, hein, il n'est pas très sûr de nous convaincre, il n'est pas très sûr que c'est vrai, il n'est pas très sûr que c'est bien. Et voilà, quand il dit « M'égarant la résolution de ces questions, je me décide à les éluder sans les résoudre. Bien entendu, le lecteur perspicace aura depuis longtemps deviné que c'est à cela que je voulais en venir depuis le début.
et ils m'en veut de gaspiller des paroles inutiles et un temps précieux. À cela, je répondrai cette fois avec précision. J'ai gaspillé des paroles inutiles et un temps précieux, premièrement par courtoisie, et deuxièmement par ruse. J'aurais quand même donné un avertissement, entre guillemets. D'ailleurs, je suis content que mon roman se soit partagé de lui-même en 2 récits, conservant l'unité fondamentale de l'ensemble. Après avoir pris connaissance du premier, le lecteur décidera lui-même s'il vaut la peine d'aborder le second. Naturellement, nul n'est tenu en rien. On peut abandonner le livre dès les premières pages du premier récit ou ne plus le rouvrir. Mais il y a des lecteurs scrupuleux qui voudront à tout prix aller jusqu'au bout pour conserver l'impartialité de leur jugement. Tels sont par exemple tous les critiques russes. Ça, c'est évidemment, tout le monde a compris, très bien. Aussi, est-ce devant ceux-là que je me sens le cœur plus léger, malgré toute leur minutie et leurs scrupules, je leur fournis le plus légitime prétexte pour abandonner la lecture au premier épisode du roman. Eh bien, voilà tout l'avant-propos. Je reconnais qu'il est superflu, mais comme il est déjà écrit, qu'il est resté. Et maintenant, au fait, 1200 pages. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dostoïevski, il a l'intelligence de l'humilité et l'humilité de l'intelligence. Ce qui fait qu'il nous laisse une trace et c'est pour ça qu'il nous touche. Donc il arrive même avec humour nous présenter une œuvre qui est vraiment sans humour, qui est très humaine et qui pourrait paraître presque inhumaine. Mais vous savez, quand on est trop humain, comme dirait Nietzsche, on semble inhumain pour l'homme social. Or en fait, c'est l'homme social qui n'a rien d'humain, il est simplement avant tout social. Lui, il essaie de nous dire que l'homme peut tout à partir du moment où il sait ce qu'il ne doit pas faire. Voilà, c'est tout. Merci bien.